Eh bien, coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se poser, on va papoter, donc un petit instant cosy, ensemble. Comme d'habitude, on va parler de mes lectures faites, ce que j'en ai pensé, et également des séries et des films que j'ai visionnés et dont je vais vous donner également mon avis. Donc j'espère que vous allez bien. Je pense que vous connaissez un petit peu le but de ces vidéos. On va commencer de suite par deux petites informations. La première, j'ai mis en place sur le Discord la proposition de la LC, lecture commune pour le mois de février, avec le Discord et le Twitch. Ça va de pair, ça va ensemble. Je vous mets une photo ici des 3 propositions de livres que l'on vous fait. N'hésitez pas à aller voter, vous avez encore 2-3 jours pour voter. Je pense que la lecture commune va se situer après le 17 février, par là. Vous saurez plus précisément dans le Discord les informations relatives à la date du feu patate. Donc on va lire 3 choix différents. Une romantaisie japonaise, chinoise, asiatique. Je ne vais pas me tromper parce que sinon je vais faire une boulette. Ensuite, une romance contemporaine, MM. Tout ça, c'est tout du MM. Hein. Et la dernière, une dark romance où on se passe à Las Vegas. Voilà, donc dans le Discord, vous avez les photos des livres, vous avez les résumés et vous avez le sondage mis en place pour voter pour le livre qui vous fait envie. Si vous avez envie de venir lire avec nous, de partager dans le Discord votre avancée et vos ressentis sur ces lectures, sur cette lecture, celle qui sera choisie. Donc ça, c'était la première information. Vous avez encore, oui, 3 jours, je pense, encore de sondage. Je vais essayer de mettre de la vidéo assez rapidement pour que vous ayez le temps de voter, parce que vous donnez l'info, c'est bien, mais si le sondage n'est plus acté, c'est nul. Voilà, donc pour l'instant, c'est Les Invisibles de Bargiel qui est devant. Donc pour l'instant, c'est celui-ci que l'on va lire au mois de février, mais ça peut encore changer. Il faut aussi que je vous tourne la vidéo de la pile à lire du mois de février avec le jeu de la palle. Ça, c'est à faire. J'aimerais également vous faire une petite vidéo sur mon bullet journal, mon reading, mon journaling que j'ai fait. Donc j'ai commencé à bien le remplir. Et je voudrais vous montrer ça. Alors ça, c'est pas une vidéo qui va durer très longtemps, puisque moi je fais très simple. Et en plus, je ne m'embête pas, c'est vive les stickers et vive le collage. Voilà, je ne dessine rien de ma petite benotte. Je n'oserais pas faire d'affront au dessinateur, donc je m'en abstiens. Donc je vous montrerai tout ça dans une vidéo spéciale ou une vidéo dans l'instant cosy, je vous y montrerai dedans, ou je la ferai une spéciale que pour ça. Je ne sais pas encore, c'est en réflexion, ça sera dans le courant du mois de février. Dans le courant du mois de février, j'aimerais aussi vous faire mes coups de cœur de séries télé de 2024 et mes coups de cœur films 2024. Donc ça, c'est en préparatif. Ça sera des vidéos qui vont venir dans le mois ou peut-être s'étaler jusqu'à mars. Je suis désolée, mais je poste minimum une vidéo par semaine, maximum 2 par semaine. Donc voilà, les mois ne sont pas à rallonge non plus. Surtout de février, il est plutôt raccourci. Et ensuite, j'aimerais bien faire aussi des vidéos recommandations avec le jeu de la palle, c'est-à-dire je tire une thématique et dans ma bibliothèque, je vous présente 3-4 livres, 3-5 livres, 2 romans qui m'ont plu et qui rentrent dans la thématique. Voilà, ça c'est un petit peu les idées qui vont arriver au mois de février et durant toute l'année, les recos jeux de palle, je pense les faire souvent. Voilà pour la discussion de début. Alors, je voulais quand même aussi vous expliquer un petit peu qu'aujourd'hui, sur la chaîne YouTube... Alors, je vais parler de Twitch. Vous avez une vidéo qui est consacrée à Twitch, je vous explique un petit peu comment le process de Twitch, comment on est rémunéré un petit peu, mais comment on peut se faire un petit peu d'argent grâce aux vidéos. Et ici, sur YouTube, vous savez que c'est le nombre de vues qui fait que vous avez une petite cagnotte si vous êtes partenaire avec YouTube, ce qui est mon cas depuis des années. Je pense que l'année dernière, je ne vais pas vous mentir, d'ailleurs vous le verrez dans le bullet journal, hein, je mets les rémunérations que je touche. Donc, je pense que dans l'année 2024, au niveau de YouTube, si j'ai touché 150 €, c'est pas mal. Je crois que c'est 140 des brouettes. Donc on va arrondir à 150. Donc vous voyez, c'est pas gégène. Donc j'ai décidé de mettre en place une petite cagnotte pour me soutenir. Donc vous avez un premier niveau qui s'appelle Petit Biscuit. Vous pouvez faire un don de 1,99 €. C'est pour soutenir un petit peu ce que je fais sur la chaîne, ce que je vous propose. Voilà, un petit peu rémunérer le travail. Alors je mets des gros guillemets parce que pour moi, c'est pas non plus un travail. Hein. J'en ai un qui me prend assez de temps et qui me prend assez la tête.
Voilà, ma passion de ce que je vous propose au fil des années. Bon, j'ai jamais mis ça en place, c'est la première fois et ça fait 13 ans ou 14 ans que j'ai une chaîne YouTube. Je pense qu'on est dans la 14e année. Donc voilà, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez cliquer là-dessus. Donc je pense que c'est sous la barre d'infos, il doit y avoir marqué rejoindre ou merci, à droite ou à gauche de mon pseudo. Donc là, vous allez avoir les niveaux. Donc vous avez un premier niveau, comme je vous disais, petit biscuit, où vous allez avoir un petit badge qui va vous donner accès à abonné. J'ai mis un petit chat noir qui fait plusieurs choses différentes de mois en mois au fil du temps où vous êtes abonné. C'est Raymond, c'est un petit chat noir qui représente Raymond, hein, parce que vous avez un peu l'habitude, vous l'avez sur Twitch également, et là je voulais le mettre aussi sur YouTube. Donc là, le premier palier, il n'y a que 2 paliers pour le moment, parce que je ne sais pas trop comment je vais procéder. Voilà, c'est surtout un soutien pour la chaîne. Donc le premier palier, petit biscuit, qui est à 1,99 €, et le deuxième palier, qui est, vous avez 4 émoticônes aussi, dont vous pouvez disposer. Et le deuxième palier s'appelle Chocolatine Suprême. Parce que pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, pour ceux qui viennent sur le Twitch, pour les copains du Discord, ça a toujours un lien. Donc le deuxième palier, c'est Chocolatine Suprême. Et c'est 2,99 € si vous voulez soutenir la chaîne. Je voulais en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais faire un post également sur YouTube parce que ça n'est toujours pas mis en place. C'est cette vidéo qui va me servir de tremplin. Voilà, si je passe une étape supplémentaire en vous demandant un petit soutien. Vous le faites, vous ne le faites pas, il n'y a aucune obligation. Voilà, donc pour les premiers paliers, il y a un badge qui va vous être décerné et 3-4 émoticônes qui sont à votre disposition du coup. Voilà, qui sont déjà en disposition sur Twitch. N'hésitez pas à montrer votre soutien à la chaîne, ça motive, c'est toujours sympa. Et puis voilà, je passe un step. Je trouve que bon, on verra. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne vais pas trop regarder dans les autres chaînes comment ça se passe. Et puis là, je débute, donc à voir ce que je pourrais proposer aussi pour les abonnés, quoi, pour les membres. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de différentiel par rapport aux autres? Je me suis posé la question du Patreon. Enfin voilà, c'est des trucs à la mode que l'on voit beaucoup chez les booktubeurs. Bon, je vais faire ça pour l'instant. J'ai déjà ma chaîne Twitch qui me porte avec les pubs et l'investissement des copains pour motiver ma chaîne et tout, et motiver et puis montrer leur soutien et c'est super. Donc je me suis dit que peut-être j'allais le faire sur YouTube. On va voir si ça fonctionne ou pas. Je voulais vous passer l'info. Un post va arriver. Ça, c'était les apartés un petit peu habituels. Écoutez, on va passer un petit peu à la lecture. Alors, la première lecture, on va passer à un service presse avec L'Art du meurtre. Non, mais ça tombera pas plus bas. L'Art du meurtre de Josh Lanyon. Ici, on est dans du romantique suspense MM. Vous allez suivre dans cette saga un profiler du FBI et un agent du FBI, et c'est surtout lui qui est mis sur le devant de la scène, puisque c'est lui qui raconte l'histoire, et c'est surtout lui qui nous entraîne dans ses enquêtes. Il est il n'est pas profiler, il est agent du FBI, mais pour la partie, tout ce qui est œuvre d'art volée, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, tout ce qui est détournement, tout ce qui est vol dans des galeries, tout ce qui peut être aussi affilié à la Seconde Guerre mondiale et aux vols que les nazis ont perpétrés durant toute la guerre. Et donc ici, on va se rapprocher un petit peu de ces soldats particuliers, hein, ces soldats de l'histoire de l'art, on va dire, qui étaient là pour récupérer tout ce qui a été volé, puisqu'après, derrière les soldats nazis, je pense qu'il y a eu des vols aussi de certains soldats, hein, des alliés. Et donc, ils sont là pour rechercher ces objets d'art et les restituer, que ce soit à des gens ou à des musées ou à des nations. Enfin, voilà. Les Monument Men, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, depuis la Seconde Guerre, on en a quand même beaucoup entendu parler. Donc cet agent du FBI mène une enquête où justement des œuvres d'art ont été volées à l'époque de la Seconde Guerre, et ça serait des soldats américains, et donc il se dirige vers les descendants un petit peu de ces soldats. Et cette enquête, c'est ce 4e opus. En même temps, en parallèle, vous avez une histoire de fond où l'un des deux est menacé, et le duo forme une relation très compliquée, très conflictuelle. On a 2 personnages aux antipodes l'un de l'autre. On a du Edgecape. On a un profiler du FBI multi-reconnu dans la profession, qui a un petit peu le bagou, qui est un petit peu spécial,
un petit peu austère et sombre, et qui n'en fait qu'à sa tête. Avec Jason, cet agent du FBI dans les vols d'art, qui est quelqu'un de plus ouvert, qui est quelqu'un de plus jeune, qui est quelqu'un de plus en demande de relations sérieuses. Voilà. Donc on est aux antipodes au début, ça c'est le tout début de l'histoire. Forcément leur relation va évoluer et va être conflictuelle, puisqu'on est quand même sur deux agents qui ne vivent pas du tout au même endroit aux États-Unis. Donc une relation plutôt compliquée, qui a du mal à s'étoffer parce que on n'a pas le temps de passer du temps ensemble, etc. Donc ça c'est un petit peu ce que vous allez retrouver dans cette saga. Et ici ça déroge pas à la règle. Et ce que j'aime dans cette saga, c'est que ce n'est pas simple pour les deux personnages et qu'ils coulent pas des jours heureux à l'horizontale, tous les deux. C'est conflictuel. Encore une fois ici, ça va devenir problématique parce que Jason va faire des choses qui vont peut-être pas plaire à son partenaire. Ils ont du mal à mettre des mots. Sam a beaucoup de mal à mettre des mots sur ses sentiments, à communiquer. Donc quand c'est comme ça, forcément la relation elle va pas s'étoffer et elle va faire plutôt 4 bons en arrière, un pas en avant. Enfin, c'est compliqué. Ça déroge pas à la règle, c'est des petits romans donc ça va vite. Si j'ai un bémol, moi, c'est toujours la solution, ou plutôt la fin de l'enquête, qui est toujours hyper rapide et hyper simple. Malheureusement, où on nous tire en haleine dans le tome, et puis à la fin, tout va très vite, et tout se résout hyper simplement, hyper facilement. C'est un peu dommage, c'est un peu ce que je reproche dans tous les tomes, mais je suis bien dans cette saga, et j'aime beaucoup les personnages. Il reste qu'un seul tome dans cette saga, puisqu'elle est en 5 tomes, donc le prochain à sortir, il est avril-mai. Mais juin, je sais plus. Enfin, là, il est cette année chez Bookmark. Donc, bien évidemment que je lirai ce dernier opus des aventures de ces deux personnages. Là, la fin, forcément, ça a été un peu conflictuel dans ce tome-là. La fin laisse présager quelque chose. On verra comment ça va se profiler pour nos deux persos. En tout cas, moi, je passe un bon moment à chaque fois. C'est sans prise de tête. Je dis pas que les enquêtes sont grandioses, mais voilà, c'est sympa, ça se laisse lire. Je vous la conseille si vous aimez, voilà, si vous voulez peut-être mettre le pied à l'étrier au romantique suspense. Je pense que la saga, elle est assez simple à suivre. Les enquêtes sont pas difficiles, donc voilà, vous n'aurez pas de soucis si vous avez peur un petit peu de ce côté policier thriller où ça pourrait peut-être vous freiner un petit peu. Je pense que là, non. Et si vous aimez les relations pas abouties, très compliquées, vous serez servi avec ces deux-là, j'avoue. Voilà, donc moi, j'ai passé un bon moment. On va parler maintenant d'un film. Je vous en ai pas parlé dans les vidéos de décembre, puisque je n'avais pas, et début janvier dans l'instant cosy, parce que je n'avais pas regardé le 3e opus, donc le 3e volet du Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'on est obligé d'en parler du Seigneur des Anneaux? Je pense que vous connaissez tous. Frodon, la Comté, Sam Gamgee, le vrai héros du Seigneur des Anneaux. Je me suis refait la trilogie. Bon, ça fait un moment que je l'avais pas regardé. Je l'ai vu pas mal de fois. Je l'ai lu également. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup. Je la trouve très aboutie en film. Je trouve que les prestations et les décors sont magnifiques. Donc j'adore cette saga. Je me la suis refaite. Donc je peux vous... Qui ne connaît pas le Seigneur des Anneaux? Je peux pas vous dire quand même vous avez vécu dans une grotte, mais presque si vous ne connaissez pas. Donc j'aime beaucoup, voilà, moi je passe de très très bons moments, et puis mon personnage préféré de la saga c'est Sam Gamgee, puisque c'est pour moi le héros du Seigneur des Anneaux, c'est lui le porteur de tout, il porte sur ses épaules son meilleur ami, et il ira jusqu'au bout du bout pour lui, et sa naïveté peut-être amène le fait de ne pas sombrer dans le mal, il garde une pureté un petit peu... à chaque fois, même si ça sombrit un petit peu aussi, on est quand même dans une ère très très sombre sur la Terre du Milieu. Donc voilà, j'aime beaucoup, je me suis encore une fois régalée, j'aime beaucoup la musique, j'aime les décors, j'aime tout dans cette trilogie. Je me la referai prochainement. Là, je me la suis fait cette année, donc je vais voir, peut-être pas à Noël prochain, mais l'année d'après peut-être. Voilà, je me la fais souvent. Là, c'était pas en version longue, dommage, mais écoutez, c'était pas mal du tout aussi. Et on va passer à une autre lecture avec ici, je reste en romantique suspense, avec Le secret de Lord Blackstone de Rochelle Gab. Ici, vous êtes dans de l'historique, vous allez vous retrouver à Londres en 1888. Au milieu, un petit peu de cette enquête mystérieuse autour de Jack l'Éventreur, autour des abominations qu'il fait dans les rues londoniennes. Et vous allez suivre donc Lord Blackstone, qui enquête et qui travaille pour Scotland Yard. Désolée pour le fricot. Les aléas du direct. Pour moi, pour vous, non, mais moi, oui. Je vais pas attendre qu'il s'éteigne parce que bon, ça risque d'être très long.
Ici, vous allez donc suivre ce dandy, vous allez suivre cet aristocrate, puisqu'il est aristocrate aussi, et il est enquêteur. Et il va essayer de découvrir et de s'allier, bien évidemment, à des personnes qui vont l'aider dans sa quête, donc son amant et une jeune femme. Je ne rentrerai pas dans les détails de qui va faire quoi et tout ça. C'est un trio qui va mener cette enquête. Un trio qui va pas être au bout de ses peines. On est dans une société anglaise un petit peu, où l'aristocratie fait un petit peu tout ce qu'elle veut. On est d'accord de trouver un tueur, mais on voudrait bien qu'il soit des bas-fonds et pas forcément un aristocrate. Sinon, on va te mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et on va suivre en même temps cette relation pas évidente, forcément une relation homosexuelle à l'époque, où forcément tu risques de te retrouver à la Tour de Londres, ou voire pire. Donc, on va suivre ces trois personnages. Le personnage féminin a une énorme place dans le récit, amène énormément de choses. J'ai beaucoup aimé cette histoire dans ces rues londoniennes. Il y a déjà cette atmosphère que vous trouvez, qui est un peu palpable peut-être sur cette époque et sur ce règne de terreur un petit peu des bas-fonds londoniens où les prostituées ont quand même vécu une période pas facile, où l'enquête piétine quand même un petit peu, où l'avancée de la médecine, forcément, on a un déclic, on a une avancée, on a des tests un petit peu par des scientifiques ou des médecins ou des porteurs un peu d'idées nouvelles et qu'elle intègre bien. On sent que Rochelle a fait énormément de recherches sur cette histoire, mais pas que, sur la médecine, sur la police, sur cette aristocratie, mais aussi sur Jack l'Éventreur et un petit peu cette énigme. Les diverses hypothèses qui ont été proposées au fil des siècles sur cette histoire. Donc moi, j'ai passé un très très bon moment, de par la plume de Rochelle, de par ce travail de plume, mais travail de recherche, sur la relation de ce trio qui est hyper important. Le personnage féminin m'a énormément plu. On est sur une femme d'époque qui essaye de prendre son destin en main, de casser les codes et de ce qu'on lui demande dans la vie, c'est-à-dire pas grand-chose, d'être juste une potiche. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, la plume de Rochelle, l'intrigue est omniprésente. J'ai trouvé qu'il y avait un très bel équilibre sur l'histoire, qu'elle soit de ce côté enquêteur et ce côté personnel de vie. Il y a beaucoup d'humour. Il y a vraiment une belle balance, un bon rythme pour le lecteur qui va alterner des passages plutôt intimes entre les deux personnages masculins, des passages du trio où on va avoir ce côté enquête, un petit peu à la esprit criminel, où vous avez un tableau, on va lancer des hypothèses, etc. Vous allez aussi avoir ce côté plutôt familial, où il va y avoir beaucoup d'humour, beaucoup de côté cinglant, où on va se dire un petit peu les quatre vérités. Il y a vraiment une belle, un bon rythme, ouais, je pense que c'est le mot, un bon rythme. Alors ça fait pas très rêveur quand je dis ça, mais la plume, l'histoire, les persos, la cadence de l'histoire, les cris, enfin tout est super. Je peux que vous le conseiller. Hein. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu puisqu'on l'avait proposé pour le challenge cocooning automnal. Il a très très bien fonctionné, les retours sont très bons. Vraiment, j'ai passé un super moment. Si vous ne connaissez pas la plume de Rochelle, je trouve que c'est une plume qui se renouvelle, puisqu'elle écrit dans du contemporain et même romantique suspense. Là, elle écrit dans de l'historique, donc il y a une plume qui est quand même différente aussi, et qui est parfaite. Vraiment, on est plongé dedans, il n'y a pas de difficulté, mais il y a une plume qui est différente de ce côté contemporain. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore lu Rochelle, je ne peux que vous la conseiller. Vous savez qu'ici, on en a parlé plus d'une fois. Je suis fan de ces histoires. Cole et Warren m'ont beaucoup plu. Le Transfuge m'a beaucoup plu. Celui-ci aussi. C'est encore autre chose. Et c'est ça que j'aime chez les autrices et les auteurs que j'aime. C'est-à-dire se renouveler et toujours capter son lecteur avec une nouvelle histoire, un nouveau contenu et surtout une nouvelle façon peut-être d'écrire. Puisque là, je vous dis, on est dans l'historique, c'est pas la même chose. Donc forcément, je vous le conseille, je me suis régalée avec cette histoire. On continue avec une série, The Rookie, The Série. Je l'avais regardée par intermittent du spectacle.
Non. J'avais regardé des épisodes, mais j'avais jamais... Si, j'avais regardé la 4 et la 5 en entier. Voilà, c'était les deux seuls que j'avais vus en entier. La 1, j'avais presque vu, il me manquait un ou deux épisodes. La 2, il m'en manquait la moitié, je crois. La 3, donc j'avais jamais tout en fait d'un seul coup. Donc là, j'avais tout repris. Je me suis dit, je n'ai pas regardé la 6. J'avais regardé la 4 et la 5. Je m'étais dit, ben, je tente la 6. Vu que j'ai vu les deux autres, c'est bon. Non, je me suis repris du début. Donc j'ai tout repris. Mais tout. Ça y est, j'ai tout vu. Jusqu'à la 6, il n'y a que 10 épisodes dans la saison 6, puisque à l'époque, il y avait eu la grève des scénaristes, les séries en empathie, dans celle-ci, où il n'y a que 10 épisodes, alors que c'est un format de série américaine, où vous êtes en 22 épisodes. Moi, c'est mon kiff. Je suis team longue série, longue saison. Longs épisodes, longue saison, où il y a plus d'une vingtaine d'épisodes, un petit peu à la Supernatural, à Buffy, etc. Moi, je suis de ce format-là. Donc là, comment vous dire que je suis joie. Bon, moins la 6, puisqu'il n'y avait que 10 épisodes. Mais ça s'entend, puisqu'ils n'ont pas eu d'autre choix, en fait. Sinon, elle aurait pu être annulée. Donc, écoutez, on prend. Oh non, c'était très bien. J'aime beaucoup cette série. Vous allez suivre une unité donc, de Los Angeles, une unité policière, avec plusieurs niveaux. Les enquêteurs, les policiers de terrain, les policiers de rue, les chefs, etc. Vous allez avoir tout un panel de personnages différents, les conjoints de ces personnes, avocats, dans le social, etc. Donc vous allez suivre plusieurs personnages dans cette histoire, dont au départ, 3 recrues, les rookies, 3 recrues, dont une qui a bientôt 40 ans. Et ça va être cette histoire-là, tous les jours, vous aviez un épisode, bon là moi j'ai tout regardé d'un coup, et vous allez suivre sur un fond où vous allez bien sûr avoir leur histoire personnelle, mais chaque enquête est différente. Des fois, il y a des fils conducteurs parce qu'il y a des enquêtes qui vont être plus longues, vu que des fois, on a affaire à des méchants qui vont durer sur plusieurs épisodes. Je me régale. Je les aime tous. Je les adore. En fait, j'avais l'impression d'en aimer... Non, en fait, je les aime tous. Je pense que c'est une belle unité. Il se passe beaucoup de choses. Vous allez beaucoup rire. Vous allez être touché. Vous allez être captivé par les enquêtes, qui sont toujours sympas. Il y a un côté drôle et il y a un côté très Los Angeles, donc très Hollywood aussi, avec un côté reportage, des scénaristes qui viennent pour rechercher des informations pour tourner une nouvelle série, etc. Donc l'univers du cinéma et des séries américaines est omniprésent dans The Rookie, ce qui amène un petit plus très drôle et très sympa. Si vous ne connaissez pas cette série, franchement, je vous la conseille. Elle est disponible sur MyCanal, je ne sais plus quelle chaîne. Désolée, je ne me rappelle plus du tout la chaîne. Elle était aussi sur Disney+, je crois. Je ne suis pas sûre ça. Mais en tout cas, elle est sur MyCanal. Je ne sais pas sur quelle chaîne. RTL 9 Star Série Je ne sais plus. Bon, MyCanal. Je l'adore. Je kiffe. Maintenant, j'ai hâte d'avoir la nouvelle saison puisqu'il s'est passé quand même entre la 5 et la 6. Il s'est passé beaucoup de choses pour 2 personnages qu'on aime beaucoup. Et donc, vivement la suite. Voilà, donc je peux que vous la conseiller si vous aimez les séries policières, en plus avec de l'humour, mais également des moments touchants. Je pense qu'elle est faite pour vous. C'est hyper entraînant. Là, je fais ma doctrine un petit peu sur le Twitch. Les copains, les copines, il y en a certains qui s'y sont mis. Ça marche plutôt bien. Il y en avait déjà des convaincus comme moi qui avaient déjà regardé, donc écoutez. On continue avec une autre lecture. Cette fois-ci, on change de registre. On part en Dark Fantasy avec La Guilde des Ombres, le tome 2. Alors, moi, je dis le tome 2 puisque c'est le poche. Et dans le poche, c'est écrit tome 2. Il n'y a pas partie 2. Donc, c'est en grand format, c'est la tome 1, partie 2. Donc, j'ai retrouvé ici Panama. On l'avait laissé à la fin du 1 où on avait laissé une petite fille au début du tome 1. À la fin du tome 1, une jeune femme. Faut pas oublier qu'on est dans la fantasy, donc souvent les personnages sont adultes, mais on a un âge relativement jeune pour nous, en fait. Donc Panama, ici, a 16 ans. Elle, on l'a vu évoluer. Elle est devenue, ça y est, un assassin, puisque c'est une guilde d'assassins. Elle est recrutée quand elle était enfant. Et c'est son histoire que vous allez suivre. Je vais essayer de ne pas spoiler ici. Donc, on va évoluer, on va lui demander d'autres choses. Donc, ça donne un renouveau pour nous en tant que lecteurs, puisqu'on va rentrer vraiment à proprement parler dans ses contrats, dans cette guilde, dans son dysfonctionnement, dans ces tirages de ficelles, complots. Donc, on est dans un univers très, très sombre, vu qu'on est avec des assassins.
Et puis surtout des personnes où le mensonge, la manipulation, les complots politiques font foi. Panama a encore cette naïveté de jeune fille, elle a encore rien vu et rien vécu. Enfin, si, beaucoup vécu de choses, puisqu'elle quand même, elle a vécu des choses quand elle était gosse, quand même un truc. Mais elle est quand même d'une grande naïveté et elle a donné sa confiance, forcément, à certains de la guilde, pas à d'autres. Et donc, au fil de l'histoire, vous allez approfondir tout ça. Et elle va se lier, donc elle a un mentor depuis le début, 2 mentors même, le grand chef et son maître mentor, qui s'appelle Kamar. Un lien indéfectible les lie tous les deux, et vous allez suivre un petit peu cette relation et ces personnages. Alors il y a des personnages que j'aime beaucoup, même s'ils ont un côté très noir et très mauvais, hein. C'est des bad boys, des méchants, c'est des anti-héros en fait dans cette histoire. Je les aime beaucoup, comme Summer par exemple, je l'aime beaucoup. C'est un rustre, mais il me fait rire. Il y a beaucoup de personnages aussi qui ont beaucoup d'affect pour Panama, donc il n'y a pas que des gens qui vont se servir d'elle, mais il y a quand même un personnage qui se sert d'elle du début jusqu'à la fin. Comment vous dire que quand j'ai débuté ce tome 2, donc on sait ce qui va se passer en fait. À la fin du 1, on sait comment ça va évoluer pour Panama, dans ses relations plutôt intimes, on va dire. Et pour moi, j'étais là, non, non, non. Alors, je sais que c'est un personnage adoré, que c'est un personnage que tout le monde adore, mais moi je suis désolée, c'est pas possible. Il y a un trigger warning de fou, red flag ultime. Le mec c'est un manipulateur, il est menteur, il fait de la... Merde, comment on dit? Oh! Je n'avais pas trouvé le mot, je suis désolée. Il la manipule pour arriver à ses fins. Donc, il la culpabilise au taquet pour que ce soit elle, en fait, qui prenne la décision, mais en ayant tourné les choses pour qu'elle n'ait pas forcément le choix. Il revient sur ses dires, il ne devait pas la bousculer, il la bouscule. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et puis, il y a un événement à 3. Là, j'ai dit, c'est la goutte d'eau. Franchement, c'est le gars le plus toxique de tout l'univers. Pour toutes les personnes amoureuses de lui, il n'y a aucun problème, je vous le laisse. Si c'est le type de gars qui vous fait kiffer... Tant mieux, ça n'a pas été mon cas. Je l'ai exécré du début jusqu'à la fin. Arrivé à la fin, j'ai presque été libérée et délivrée. Par contre, l'autre personnage masculin, Béladine, c'est un personnage que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hâte d'avoir ce 3e opus. Je vais le lire en février. Enfin, l'écouter, puisque je le fais en audio. Je vais l'écouter en février parce que c'est pour le Friends Book Challenge. Et il me tarde qu'il y ait enfin la rencontre entre ces personnages, puisqu'on va suivre... c'est vraiment typiquement de la fantasy où vous allez suivre plusieurs personnages à plusieurs moments différents, et vous allez revenir sur les uns puis les autres, etc. Et en fait, la toile de fond va se resserrer, et au fil des choses, beaucoup de choses vont se déclencher, beaucoup de choses vont arriver. Panama va vivre des trucs pas faciles sur l'affaire, et forcément, ce qui va entraîner une autre vue sur le tome 3, je pense. C'est du très très bon fantasy. Franchement, pour moi, c'est aussi bon qu'un Seigneur des Anneaux. Et c'est une maîtrise totale de cette toile, justement, représentative souvent dans les heroic fantasy, epic fantasy, où vous allez avoir plein de choses et plein de ramifications, et les choses vont se rassembler. Il va y arriver plein d'explosions à droite et à gauche, plein d'événements vont survenir, nos héros vont être malmenés, donc c'est ce qui arrive ici dans le 2. Panama est malmenée, elle ne le voit pas venir, mais malheureusement elle est malmenée. Un personnage du mal est là et fait tout pour arriver à ses fins en fait, hein, parce que c'est ça le but pour lui, c'est d'arriver à ses fins, chose dont il arrive, hein, mais bien évidemment un climax arrive, enfin voilà, il y a vraiment, c'est du très très bon fantasy. C'est hyper bien écrit, c'est hyper prenant. J'étais addict de ce 2e opus. Autant il m'a fait... Alors, à 150 pages, j'ai dû m'arrêter parce que je me suis dit je vais pas arriver au bout à cause de ce personnage malaisant, malfaisant. Mais c'est le méchant, je me suis dit. C'est normal. Mais j'étais tellement à balle. Mais franchement, c'est le gars ultra toxique. Non. Oui, il y a une part de lui où Anatrice a la faculté... d'essayer de nous ramener vers lui et de faire en sorte qu'on ait un petit peu d'empathie. Mais moi, j'en ai pas eu assez. En fait, des fois, je dis ah oui, et puis non. Et forcément, il fait quelque chose derrière qui est pire encore. Donc, voilà, c'est vraiment le méchant, malfaisant,
malsain, malfaisant, toxique au possible. Méga red flag pour ce mec-là. Donc bon, si vous l'aimez, vous inquiétez pas, je ne viendrai pas vous le voler. Moi, je préfère Belladine, il me tarde, il me fait rire. Voilà, il me tarde de voir comment ça va évoluer, comment ces personnes qui n'ont rien fait à un moment donné sur le cours du destin, ça va se découpiller, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses dans ce deuxième opus aussi. C'est très branché relation, là, hein, dans ce tome 2. Pas la relation la plus saine du monde, mais voilà, il y a quelques scènes olé olé. Moi, il y a une scène qui m'a... Voilà, j'étais là, c'est le summum, qui m'a foutu en l'air. Mais je l'aurais, mais je vous jure, d'avoir un méchant et de vouloir l'étriper. Vraiment. Je suis rentrée dans la dark roman, dans la dark fantasy, moi, et que je voulais en donner des points, des coups de poing. Je l'adore, cette saga, donc il me tarde de lire le troisième opus. C'est de la très très bonne fantasy. Alors, il y a de la romance, hein, par rapport à certaines fantaisies, vous en avez un petit peu dans Game of Thrones, il y en a aussi, hein, voilà. Je pense que ça va de pair, hein, les histoires d'amour, là, c'est la vie, quoi. Donc, on les amène dans les romans. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, je ne pense pas être la dernière à avoir découvert la Guilde des Ombres, mais je ne suis pas la première non plus. Je sais qu'elle a son succès et je comprends pourquoi. Vraiment, il y a un travail d'anatrice qui est grandiose. Et j'ai hâte de lire la suite. Je suis à balle. C'est une de mes dark fantasy préférées, là. J'aime beaucoup. Il me faut la suite. Je vais vous dire les séries que je suis en train de regarder à l'heure actuelle. Je regarde FBI International, puisque ça y est, on a la saison 4 qui est dispo. Bon, il n'y a que 2 épisodes pour le moment, alors j'aurais dû attendre d'avoir tout. Mais j'étais tellement pressée parce qu'en fait, il y a Jesse Lee Soffer qui vient d'entrer dans la saison 4. C'est l'acteur qui jouait dans Chicago Police Department, qui joue Halstead. Et c'est un personnage que j'adorais dans cette série. Donc du coup, j'ai regardé les 2 premiers. Voilà, c'est ma série en cours, celle-ci. La deuxième en cours, c'est Yellowstone. Je suis à la saison 2, épisode 6. J'aime bien, mais il y avait des choses au début qui me sont restées en travers de la gorge. Mais je continue parce qu'il y a un côté addictif aussi. Même si là aussi, je râle. C'est que voilà, ça me percute et que ça me parle. Donc écoutez, je continue, ça c'est les 2. Et la dernière que je viens de commencer, c'est True Detective. Donc une série américaine pareille, dont on a beaucoup entendu parler. Dans chaque saison, vous avez des acteurs différents avec une seule et même enquête. Donc dans le premier, c'est Matthew McConaughey. Et un cadavre est retrouvé avec une scène plutôt macabre. Et ça va être l'enquête de ces personnages. Et on va avoir 2 temporalités. Voilà. Donc je suis en train. Je ne suis pas convaincue non plus. Mais je suis en train de regarder ça. Ça, c'est mes séries en cours. Et ensuite, énorme coup de cœur pour Florence. Fragment d'éternité. J'essaierai de vous retrouver mes autres vidéos où je parle de cette saga Fragment d'éternité de Séverine Mican. Vous avez les 3 premiers opus qui étaient sortis aux éditions Bookmark. Puis après, la saga est partie aux éditions Arrow. L'autrice a repris le tome 3. Elle a sorti le tome 4, qui était à Londres. Donc le premier, il n'y a pas de sens, en fait. Je pense que le jour où vous voulez les débuter, peut-être chronologiquement dans ces cas-là, puisque chaque fois, vous êtes dans un lieu et vous êtes dans une époque différente, dans une année différente. Donc voilà, à la rigueur. Mais il y a des fois quelques petits liens. Là aussi, un rappel d'un petit truc. Parce qu'on a lu la saga, mais l'un dans l'autre, ça n'empêche pas. Donc, il y a eu Amsterdam, il y a eu Florence, il y a eu Paris, il y a eu New York et il y a eu Londres. Voilà, donc ça, c'est la série. Et j'ai hâte d'avoir la suite. C'est un énorme coup de cœur. Ici, elle nous amène à Florence, cette époque grandiose de l'Italie, avec l'art, avec la peinture, la sculpture omniprésente. Et puis, ce côté festif, de bal, de rencontres, etc. Et puis aussi des bas-fonds un petit peu de cette ville qui est Florence, qui est multiculturelle, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent. Et ça va être la rencontre, justement, de Lorenz, un jeune homme autrichien qui vient faire ses études de sculpture à Florence et qui va faire la rencontre de ce jeune personnage qui pose un matin dans l'atelier où il vient prendre un cours. Et Lorenz se pose plein de questions et de suite vraiment intrigué et plutôt charmé de ce jeune homme et il va le suivre. Et ça, c'est le début de l'histoire. Séverine Mican nous a présenté cette fois-ci, encore une fois, un écrit abouti avec énormément de recherches. Vous avez des bas de page. Si vous cherchez des explications supplémentaires, vous n'êtes pas obligé. Moi, je les aime beaucoup parce que forcément, elle nous fait
des explications sur l'art souvent ici. C'était sur la botanique, par exemple, à Amsterdam. Moi, j'aime beaucoup. Certains n'aiment pas, trouvent qu'il y a trop de trucs. Moi, j'aime beaucoup. Ça apporte beaucoup au récit. Ça montre aussi qu'elle a fait beaucoup de travail de recherche, de comment elle a réfléchi un petit peu son récit. Et ici, elle va nous le présenter un petit peu comme une pièce de théâtre. Bon, on est dans cette Italie aussi où le théâtre est omniprésent. Elle va nous présenter ça, acte 1, scène 1, et etc. Et se dérouler un petit peu dramaturgique, un petit peu qu'on trouve dans certaines pièces de théâtre de l'époque. Et c'est présenté sous cette forme-là, en gardant cet esprit vraiment roman. Donc elle a allié tout ça. Elle met en place sa scène du début, où elle nous dépeint un décor, mais sur 3-4 lignes. Hein. Voilà, en italique. Et puis elle va nous conter l'histoire. Séverine Mikan, c'est une plume de mots magnifiques, de mots envoûtants, qui vous capturent et qui vous captivent. C'est une plume poétique. La mise en situation des personnages et l'histoire d'amour en elle-même n'est pas forcément révolutionnaire, et peu importe, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, avec Séverine Mikan, vous avez une plume sublime, vous avez un lieu qui devient grandiose, vous déambulez avec des belles robes ou des beaux apparats dans ces couloirs de Florence, dans ces ruelles de Florence, où il y a des fontaines, etc. Vous avez l'art qui est omniprésent. Ici, vous avez la sculpture qui est amenée, se toucher, se palper avec les mains, voilà, et qui décrit un peu le travail du sculpteur et en même temps de la découverte du corps de l'autre. Donc il y a une sensualité aussi qui est amenée. Et il y a cette relation passionnelle, fusionnelle, ce coup de foudre, ce coup à l'âme en fait entre ces deux personnages. C'est des romans très courts, donc ça va vite, oui. Mais c'est beau, c'est magnifique, c'est de belles envolées, c'est magnifique. Je me suis encore régalée par les phrases et les mots. J'ai pas mis de post-it, j'ai carrément zappé. Il y aurait des endroits magnifiques. Des phrases et des phrasés sublimes. Vous êtes captivé, vous êtes bien dans cette histoire. Vous êtes, même s'il se passe des choses, alors ici, des choses voilà, plutôt difficiles pour les personnages, de par le contexte de vie de l'un des deux. Et c'est amené un petit peu comme une pièce de théâtre. Vraiment, j'ai adoré. Je me suis régalée avec ce récit, avec ces personnages, de voir l'amour de Lorenz, la passion, l'abnégation... Voilà, c'est sublime. C'est vraiment un tout dans les récits de Séverine Mikan, de par la plume, de par les lieux qui sont hyper importants. C'est un personnage à part entière de l'histoire, Florence. L'époque, où elle nous dépeint un petit peu ce qui se passe à l'époque, les mentalités, comment on voit la société, les femmes, les hommes, les relations. Voilà, vraiment, c'est pointu. Sans être une plume trop lourde, c'est vraiment captivant et envoûtant. On se laisse porter, on est envoûté comme une ambiance féerique. Voilà, c'est un appel à l'imaginaire avec Séverine Mikan. Je ne peux que vous la conseiller. J'ai déjà parlé de multiples fois de cette saga. Elle est chère à mon cœur. C'est de la romance historique sublime, des amours magnifiques, courts, parce que c'est qu'un fragment d'un temps donné dans leur vie. Voilà, moi je me régale et j'ai hâte d'avoir la suite, bien évidemment. Le prochain, je serai omniprésente. Merci Séverine pour cette saga qui mérite tellement plus d'être vraiment découverte. N'hésitez pas, je suis ravie des gens qui ont sauté le pas en ayant parlé de cette saga et qui se sont régalés et qui aujourd'hui encore sont captivés par ses écrits. Moi, c'est un énorme coup de cœur. C'est mon premier coup de cœur de l'année 2025 et ça ne m'étonne pas. J'en attends pas, je me mets pas martel en tête en les attendant, mais j'ai tellement hâte à chaque fois et je suis conquise en fait. Tout ce que j'aime dans l'amour en fait, dans les mots, dans les gestes, dans la passion, voilà. Je peux que vous le conseiller, j'adore les écrits de Séverine Mikan. Voilà, allez-y, foncez, découvrez cette saga, Fragment d'éternité, qui mérite pas tout. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. Ma vidéo est très longue. Je l'ai fait en une fois. Je suis désolée. Peut-être que vous aimez quand ça coupe, etc. Mais là, j'ai pas trop le temps. Donc, j'essaie de rattraper un petit peu mon retard. Donc, j'espère que toutes mes explications, mes retours livresques, vraiment,
Là, je pense qu'on touche un petit peu à du très très bon au niveau lecture, là. J'avoue, là, on est sur du summum. Attendez, je me recule. Voilà, là, on est sur du summum. Vraiment, je ne peux que vous conseiller ces romans, ces histoires, ces plumes, de vous faire embarquer par ces autrices qui sont vraiment... ces auteurs, parce qu'il y a un homme aussi, très très fort. Donc n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce dessus. Peut-être à faire un petit don. N'hésitez pas, je remets ça, je replace ça là. Les petits biscuits, les chocolatines suprêmes. Bon, allez, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous disais. Sinon, nous vous retrouvez sur les Twitch. Allez, bisous câlins.